Bucket list. Scooch. Las Palmas. Depuis mon enfance, je désirais connaître Tenerife, à cause de son observatoire, seul endroit d'où il me semblait possible de bien voir ce ciel. J'avais gardé des îles du Cap-Vert le souvenir que m'en avait laissé Buffon. On y trouve des mulâtres, dit-il, que l'on nomme nègres couleur de cuivre. Ils sont fort spirituels mais fort paresseux. Ils ne vivent, pour ainsi dire, que de chasse et de pêche. Ils font part de leurs femmes et de leurs filles aux étrangers, pour peu qu'ils veulent les payer. Ils donnent aussi pour des épingles de fort beaux perroquets, très faciles à apprivoiser, de belles coquilles appelées porcelaines et même de l'ambre gris. Hélas, Las Palmas est bien l'endroit du monde le plus laid. Les rêves que nous mettons dans les noms restent intacts, écrivait Proust, tant que nous gardons ces noms hermétiquement clos, tant que nous ne voyageons pas. Sous le soleil, je me demandais ce matin pourquoi les tropiques, qui devraient être le paradis des peintres, puisqu'ils leur offrent en grande masse la lumière, les ombres, les couleurs vives, etc., en sont au contraire le désespoir. J'envie qui s'arrachait les cheveux devant la fournaise unicolore de Tombouctou. Je pensais aux belles pages d'un été dans le Sahel. Fromentin dit qu'un peintre ne peut rapporter d'Orient que des documents. L'Orient cru, blanchâtre, qui transpose, investit tout, bouleverse les harmonies dont le paysage a vécu des siècles. Terrains enflammés sous le ciel bleu, c'est-à-dire plus clair que le ciel, ce qui amène à tout moment des tableaux renversés. Pas de centre, car la lumière afflue partout. Enfin, ce que Fromentin nomme de façon étonnante le capital obstacle du soleil. Depuis, la peinture a progressé, mais l'impressionnisme n'a pas mieux réussi que les autres écoles quand il a voulu aborder l'Orient. Le cubisme aussi a passé, et le soleil est toujours là, hostile, intégral. Il attend son peintre. La plus belle page de notre littérature sur les nègres est de Fromentin. C'est une fête de la population nègre d'Alger. Je ne résiste pas au plaisir de la citer, on dirait du Delacroix. La population nègre d'Alger avait déjà vidé ses coffres. Quand on a vu les négresques dans la vie ordinaire, habillées de bleu sombre et faisant leur petit commerce au coin des rues, dans une tenue si morne et avec des airs si taciturnes, on ne saurait prévoir ce que devient ce peuple, ami des joies bruyantes, dès qu'il a fait sa toilette et qu'il se ranime. Alors il prend sa physionomie native, il est vif, il est alerte, la chaleur l'excite, le soleil qui ne mord pas sur lui l'agite à la façon des reptiles, étrange race, inquiétante à voir comme un sphinx qui rirait sans cesse. C'étaient de grandes filles au nez droit, aux yeux luisants, aux joues fermes et polies comme du basalte, coiffées à l'égyptienne et de formes si vigoureuses que, malgré l'ampleur des voiles et des foutas, les muscles vivaient dans leurs habits aussi nettement que sous des draperies mouillées. Elles se tenaient par la taille ou les mains enlacées, rattachées ainsi l'une à l'autre par de beaux bras ou des poignets fins, la tête droite, la poitrine saillante, les reins un peu faussés par l'habitude de vivre accroupis, les pieds se touchant comme ceux des Isis. D'autres, étendus à plat ventre sur l'herbe même, avaient la gorge appuyée sur le sol, dans une langueur un peu bestiale qui leur donnait l'air de ramper. D'autres, à l'écart, causaient entre elles ou s'occupaient de leur toilette et se posaient des grappes d'acacia autour des joues, en vertu de ce goût paradoxal qui leur fait aimer précisément ce qui peut les noircir davantage. Après cette page, où Fromentin pose de telles couleurs que tout ce que j'ai écrit s'en trouve maintenant assombri et délustré, il est comme effrayé d'avoir pris ce plaisir nouveau, car il ajoute « C'était fort beau ». Et dans cette alliance du costume et de la statuaire, de la pure forme et de la fantaisie barbare, il y avait un exemple de goût détestable à suivre, mais éblouissant. Les 2 livres africains de Fromentin sont d'ailleurs admirables. Comment cet homme a-t-il pu écrire le décoloré Dominique ? Quelle est ta terre ? Mais c'est toute la terre ! Réponse d'un chef pygmée à Monseigneur Leroy. Avant 1914, le nègre existait-il ? Il y avait parfois dans les expositions universelles un village nègre. Les troupes noires étaient l'invention de quelques monomanes de la brousse, et les états-majors affirmaient qu'elles ne sauraient jouer dans les guerres futures aucun rôle. Nos colonies ne servaient qu'à recruter des députés sans électeurs, qui pensaient encore aux Antilles à peu près abandonnées depuis la Restauration. Un noir, c'était quelque chose de risible ou d'exotique, comme dans Robinson. Le seul nègre de Paris était au boulevard Saint-Denis, et il avait une pendule dans le ventre. Cette pendule marquait notre heure, non la sienne. En 1928, la France se trouve à la tête de millions de nègres. Des nègres, il y en a non seulement dans son empire colonial, mais sur le Rhin, sur la Côte d'Azur, dans ses usines, dans ses administrations, dans les ports. Et comme si ce n'était pas assez de cela, voilà qu'il en débarque de New York, qui à lui seul en compte 3 millions. Il en arrive aussi de la Nouvelle-Orléans, qui parle notre langue, du Brésil, de Haïti, de Charleston, sans oublier les mulâtres, les métis, les sans-mêlés de toute classe. Ces gens de couleur remplissent les hôtels meublés, les bars, peuplent nos nuits, donnent le ton à nos plaisirs. Berlin les applaudit.
au nom du Neger Eros, de la plastique. Certaines femmes de la haute société de Londres sortent de leur maison lorsque leurs maris sont couchés, ces maris, ennemis des races de couleur et qui, sur ce mépris, ont fondé l'Empire britannique, et se rendent à de petites soirées élégantes et clandestines, données en l'honneur des Coons, des Black Men. Paris, non content de les recevoir, leur rend visite à domicile. Lorsque nous allâmes pour la première fois au bal colonial de la rue Blomet, il y a 8 mois, guidés par Varnaud qui connaît les bons endroits, nous comprîmes que le charme mi-provincial, mi-banlieusard de ce bal musette des nègres de Paris s'évaporerait bientôt. 1 mois plus tard, en effet, toute notre littérature était là, de Carco à Aragon. Maintenant, les Rolls s'y sont mises, et cette fête de famille antillaise du samedi et du dimanche soir, soldats martiniquais, nourrices guadeloupéennes, petits fonctionnaires de la Réunion, est à la merci du premier barman à l'affût de la mode. Si New York a son Montmartre, Paris désormais a son Harlem. Les gens superficiels disent « Nous avons adopté les modes nègres ». Ce n'est pas exact. Ce qu'il faut dire, c'est qu'étant descendus à une certaine manière de concevoir la vie, nous nous y rencontrons désormais avec tous ceux qui sont fidèles à leurs instincts. Ayant concédé à la matière le pas sur l'esprit, nous devions fatalement nous mêler à ceux qui vivent suivant la même loi. Dès lors, automatiquement sur ce terrain, les nègres devenaient nos maîtres, nous surpassaient infiniment en vitalité, dans tous les ordres et désordres des appétits humains. Par la loi normale des échanges, ils nous modifient, mais nous les déformons. Nous nous dénudons sur les plages pour que fonce notre peau. Les nègres en profitent pour s'emparer de nos vêtements. Le chapeau melon beige et le parapluie rouge sont là. Eux cèdent à ce vertige d'élégance. Le monde occidental d'autrefois, fermé, discret, aux plaisirs cachés, aux richesses invisibles, vient de faire place à un monde nouveau, éclairé avec violence, scintillant, brutal, tout en surface, en vanité, au ton cru, aux propagandes hurleuses. Dans le premier, les nègres n'osaient pénétrer qu'en tremblant. Dans le second, ils sont chez eux. Dans un monde comme celui d'aujourd'hui qui ment, qui oublie, qui souffre en riant, dépense sa paix en 1 heure, refuse de prévoir, travaille le moins possible et ne retient de l'invisible qu'une crainte enfantine envers les esprits malfaisants, dans un âge qui demande sa sécurité non au renoncement ou au devoir, mais à ses doigts de corail, à des rintintins, à des concierges extralucides et à des poils d'éléphant, les nègres s'ébattent à l'aise. Ils n'ont même plus la nostalgie des grandes palmes et des sables roses. Ils nous copient, nous admirent, contrairement aux jaunes, qui nous détestent et nous méprisent. Cela flatte notre vanité. L'encens des races inférieures est doux à nos narines. S'ils refusent de porter nos valises, le nègre volontiers cherchera à porter notre nom, à s'anéantir en nous, parcelle anonyme d'un continent. De naturel curieux, le nègre aime voir du pays et saisit toutes les occasions de monter dans nos autos, dans nos trains. Il adopte la mécanique comme une religion révélée. Demain, il sera chez lui dans cet univers nouveau, cette galerie des machines où nous, les Blancs, trop délicats, étoufferons. Alors c'est nous qui, par l'effet d'une mystérieuse loi d'équilibre, nous mettons en quête de ce que les Noirs ont abandonné. Nous montons à bord de ces bateaux qu'ils ont laissés vides et nous partons vers leur ancien pays, vers l'Afrique qu'ils ont quittée parce qu'ils furent attirés par l'appât des hauts salaires, du cinéma et de la femme blanche. Enfin, nous retrouvons nos vrais frères. Nous découvrons au fond de ce continent longtemps perdu les vrais nègres que l'histoire oublia, tandis qu'ailleurs, nous, les Blancs, faisions fortune, cette fortune qui nous coûte si cher. À nos yeux fatigués par un ciel toujours bas, à nos nerfs tendus, à nos poumons encrassés, il faut l'air sec, limpide, hilarant des immensités soudanaises, le bienfaisant soleil, la joie de vivre de tous les habitants de l'Afrique, du moins hors de la grande forêt. Il nous faut la beauté libre des fauves, la lenteur des voyages fluviaux sous le vol triangulaire du gibier d'eau. Ouvrons une carte géographique, ce qui, à soi seul, vaut presque un voyage. À côté des noms de lieux s'y lit en rouge l'indication des spécialités. Bobo Dioulasso, vêtements de femme en feuilles. Séguiri, honnêteté proverbiale. Vin de palme, âne fétiche. Odienné, femme belle, sacrifice. Ailleurs, danse sur échasse, fête des ignames. Puis, en caractère plus gros encore, buffle, éléphant, lion, panthère. Résisterons-nous à tout cela? Afrique, continent extrême, plus encore que l'Asie, où l'on passe brusquement de la vie torréifiée aux marécages équatoriaux, dans lesquels des mondes de décomposition se forment et se défont à l'abri des rideaux de palétuviers. Afrique défendue par la barre, les bas-fonds, les côtes sablonneuses comme le trésor par les dragons. Pays brut, terrien, non articulé, inintelligent, pays sans nom. Pomponius Mela, dans sa description de la Terre, a, pour l'Afrique anonyme, le mépris d'un latin pour qui les choses n'existent qu'individuellement. Les Atlantes, écrit-il, n'ont point de nom qui les distingue. Et plus loin, chez les Garamantes, toutes les femmes et les enfants sont communs. L'Afrique est bien l'autre gigantesque qu'a décrite Livingstone. Qui n'y a bu?
Hier, les explorateurs y cherchaient l'oubli d'un ennui fin de siècle, les soldats s'y gorgeaient de gloire, les hommes d'affaires d'or. Ce que nous demandons aujourd'hui à l'Afrique, hâtons-nous de le lui demander, c'est de nous faire comprendre ce que fut le monde au temps de son innocence, de sa fraîche férocité. Conseil pratique. Un voyage en AOF, à peu près semblable à celui-ci, devra durer 3 mois, sans compter le paquebot. 2 mois sont suffisants si l'on néglige le Dahomey. La seule époque de l'année où il soit possible est du 1er décembre au 1er mars. Il est indispensable d'emporter une automobile ainsi qu'une remorque si l'on est plus de 2, ou mieux encore de se faire suivre d'une camionnette. Les chasseurs auront avantage à voyager dans des camionnettes de série, du type normand, avec 3 places avant. Je recommande les voitures de 10 à 11 chevaux, ne chauffant pas et de préférence avec soupape. Les sans soupape étant délicates et trop sensibles aux écarts de température africains. Choisir une voiture consommant peu d'huile et d'essence, car l'essence est rare et l'on roule souvent plus de 1000 km sans trouver à se ravitailler. Des lames de ressort de rechange, une seconde magnéto, plusieurs pneus, des vis platinées sont nécessaires. Il y a maintenant dans le commerce des petites machines portatives à faire la glace au moyen de sels chimiques qui sont fort utiles. Les meilleurs s'achètent à Londres, à Army and Navy Stores. Se munir de torches électriques, remplacer les photophores, trop fragiles, par des lampes à acétylène. On trouvera partout du carbure de calcium. Les cartes géographiques s'achètent au siège de l'AOF, à Paris, 136 boulevard Haussmann, où, de façon générale, un excellent bureau de renseignement est à la disposition du voyageur. Si l'on désire assister à des ballets, cérémonies, ou être reçu par une personnalité locale, télégraphiez d'avance chez les administrateurs de cercle, au premier interprète ou à l'écrivain. De façon générale, se munir d'une lettre d'introduction du gouverneur général à Dakar auprès de ses agents. Toujours télégraphier au point important pour signaler la date où l'on doit passer. Il y a dans chaque village un gîte d'étape pour la nuit. Choisir avec soin son personnel indigène, en prenant conseil des fonctionnaires locaux. Le nègre adore voyager, surtout à vos frais. Évitez d'en engager à Dakar. Veillez à ce que votre domestique en chef travaille lui-même et ne se borne pas à commander aux autres. Les salaires varient entre 150 et 300 francs par mois. Les menus pour boire dépassent rarement 5 ou 6 francs. D'ailleurs, les prix varient. La vie est plus chère en Côte d'Ivoire qu'au Soudan. Laissez les mâles à la côte et les remplacer par des cantines de fer. Les termites mangent le cuir. Nombreuses mais de petite taille pour que les noirs puissent les porter sur la tête. Ne se munir que d'objets de cuisine en aluminium. Éviter le fer, sale et lourd. Se méfier des popotes toutes faites vendues dans les grands magasins. Bonnes tout au plus pour pique-nique, scoutisme, etc. Emporter avec soi biscuits secs, beurre salé, café et thé. Thon et sardines, saindoux, confiture, les conserves achetées à de petits comptoirs étant souvent avariées. Important, avoir un réchaud à essence pouvant fonctionner avec la même essence que la voiture. Pharmacie. En principe, il n'y a sous les tropiques que 3 remèdes, l'iode, le sulfate de soude et la quinine. Il est bon d'y ajouter cependant de l'aspirine, du bismuth, du permanganate, de la vaseline boriquée, de l'ouate thermogène. Les sérums contre les serpents européens sont inutiles, il faut s'en procurer d'autres. La vaccination antityphoïdique par voie buccale est recommandée, mais ses effets, 4 ou 5 mois, sont de moindre durée que ceux de la piqûre. L'essence de géranium, malheureusement coûteuse, est assez efficace contre les moustiques. La meilleure quinine à prendre préventivement est le chlorhydrate, par capsule quotidienne de 25 cg, de préférence au coucher du soleil. 50 cg dans les endroits très marécageux. Le stovarsol est un remarquable désinfectant intestinal, mais sur indication du médecin. IPK, éméthine, aspirine, acide borique. Ampoule d'iode, bougie d'ambrine, eau blanche, collyre. N'apporter de tente que si l'on doit chasser. Les lits pliants sont indispensables et l'on n'en trouve pas à acheter sur place. Se munir de seaux et de tubes ainsi que de cuvettes de toile pouvant se monter sur trépied, fauteuil et table pliants. Les chasseurs trouveront sur le gibier, les armes, les terrains de chasse, etc. 3 études pratiques tout à fait remarquables de messieurs de Koutouli dans le bulletin de l'AOF fin 1925, commencement 1926. Partir de France avec toutes ces munitions, on n'en trouve pas en Afrique. Ne pas oublier de faire provision de films du type tropical dans une gaine de plomb. On ne porte que le kaki dans la brousse. Les blancs servent sur la côte ou pour dîner le soir chez les administrateurs. Jambières de toile, souliers de toile montant, type société de gymnastique, car les chevilles y sont protégées contre les moustiques. Évitez les semelles de caoutchouc qui brûlent le pied. Lunettes noires, couverture de laine, tissu cellulaire, même pour les femmes. À celle-ci, je conseille en outre le linge nansouk, qu'on sacrifiera sans regret, et les robes de mousseline à dessin qui ne se fripent ni ne se tachent, tiennent peu de place et se mettent le jour comme le soir. Les cadeaux sont de toute utilité. L'argent a peu de valeur pour les noirs et les présents aplanissent les difficultés.
Il en faut pour les grands chefs, montres, armes, parfums, pièces de soie. Pour les inférieurs, des cotonnades, des couteaux, des colliers de verre, du tabac, des pipes suffiront. Les vieux vêtements, les chapeaux melons sont très appréciés. En outre, il est nécessaire d'avoir de menus objets à distribuer lors des obades, tam-tam, quêtes, etc. Tous ces cadeaux prennent beaucoup de place dans les bagages et finissent par être assez coûteux, car on en distribue de grandes quantités en route, et plusieurs fois par jour. Mais ils sont indispensables. Ne pas arriver en Afrique les mains vides. Cet ouvrage, édité par Flammarion, a été achevé d'imprimer le 22 octobre 1928 par Emmanuel Grévin à Lagny-sur-Marne. Bucket list.